Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Chine mots-clés 2021. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la double circulation, un terme qui a fait son apparition dans les discours politiques en Chine début 2020. Et pour cela, je suis toujours accompagné par ma collègue française Jessica Chen, présentatrice et journaliste de CGTN français, et M. Wu Zetian, commandateur d'actualité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, ma première question revient à Jessica. Pour un Français ou un étranger francophone qui ne serait peut-être pas familier avec la terminologie de la politique chinoise, la double circulation, qu'est-ce que cela peut évoquer? Alors, j'ai anticipé ta question cette fois-ci et j'ai fait la recherche sur Google, sur le moteur de recherche Google, pour voir qu'est-ce qui apparaissait lorsqu'on entre le mot de clé double circulation. Et alors, en tout cas, les premières explications qui apparaissent sur la page de recherche, ce sont en fait des explications d'ordre scientifique, puisque la double circulation désigne aussi la double circulation sanguine. Donc, cette irrigation qui part des deux cœurs, donc grâce à la structure du cœur, vous avez la circulation générale donc, qui part du cœur gauche et qui irrigue tous les organes, et le côté droit qui irrigue donc, les poumons. Donc, en SVT, en sciences de la vie et de la terre, dans nos cours, ça se représentait par ce schéma où on avait le cœur au milieu et on avait la ligne rouge qui part comme ça d'un côté, la ligne bleue qui part de l'autre. Mais en tout cas, dans la politique chinoise, la double circulation, c'est un terme plutôt économique, n'est-ce pas, monsieur Wu? Tout à fait. C'est un terme complètement économique, c'est-à-dire circulation intérieure, c'est-à-dire circulation basée sur le marché intérieur. Circulation extérieure, c'est la connexion entre le marché domestique et le marché international. Voilà. En gros, c'est ça. Et justement, pour permettre à nos téléspectateurs de connaître le contexte précis en fait, dans la politique chinoise, permettez-moi de rappeler la phrase complète dans les documents officiels concernant la double circulation. Cette phrase est en fait composée de deux parties. La première, c'est « Établissons une nouvelle structure de développement en mettant la circulation intérieure au centre ». Et la deuxième partie, c'est « En faisant de sorte que la double circulation intérieure et extérieure se complète ». Mais la presse étrangère a souvent tendance à ne mentionner que la première partie. Elle apprend comme preuve que la Chine va commencer à se refermer sur elle-même. Jessica, toi, tu lis beaucoup la presse étrangère. Est-ce que c'est le cas? Alors moi, je pense qu'il faut remettre en contexte, parce que, mis à part la définition que tu as donnée, il n'y a pas eu d'explication ou de développement très précis sur la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, qui dit pas d'explication, dit forcément interprétation. Donc la presse a dû donc interpréter, spéculer sur la signification de ce terme. Donc les médias, peu importe étrangers ou d'ailleurs, ont eu certaines interprétations. Donc pour certains médias, il s'agit en effet de la volonté de la Chine de se recentrer sur son marché intérieur et donc de se défaire de sa dépendance du marché extérieur. Et donc ça marque un tournant finalement, puisque on est dans un pays où était prônée jusque-là la politique de la grande circulation internationale. En 1987, voilà, on veut désenclaver les côtes, on veut développer une industrie manufacturière à forte intensité de main-d'œuvre, donc tourner vers l'exportation. Ici, si on commence à vouloir se recentrer sur le marché intérieur, ça marque en effet un tournant dans la stratégie politique chinoise. Mais est-ce que cette transformation, ça existe, comme on a dit tout à l'heure dans le document officiel? Il existe bien cette intention, c'est-à-dire de mettre plus d'attention au marché intérieur. C'est bien fait, non? Il faut comprendre une chose, c'est que l'économie chinoise évolue rapidement. Au début de l'ouverture et de réforme, la Chine était très en retard sur le niveau de développement. Il n'y avait pas suffisamment de moyens financiers pour investir dans les infrastructures, pour développer davantage l'industrie, pour moderniser l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dû introduire massivement les investissements étrangers. C'était la tâche principale de l'ouverture. Voilà, introduire les capitaux étrangers. Bon. Après, petit à petit, la Chine évolue. Comme vous avez dit, au début, c'était basé sur voilà, la politique d'ouverture caractérisée par le faible coût de la main-d'œuvre. Bon,
Maintenant, ce n'est plus le cas avec le développement économique rapide, avec tous les résultats qu'on a eus. Aujourd'hui, le niveau de développement de la Chine n'est plus du tout celui du début de l'ouverture et de réforme. Bon, en même temps, au fur et à mesure du développement économique de la Chine, le niveau de vie de la population chinoise augmente tout aussi rapidement. Donc, si on pense qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment un marché de consommation respectable en Chine, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. En Chine, on a une classe moyenne de plus de 400 millions d'habitants. C'est la plus grosse classe moyenne dans le monde. Qui ont un grand pouvoir d'achat. Un grand pouvoir d'achat. Autant de consommateurs qui ont la capacité de consommer beaucoup de choses. Du coup, il faut satisfaire les besoins des consommateurs chinois. Bon, du coup, la séquestration intérieure. En même temps, le marché extérieur est de plus en plus restreint à cause de la crise financière de 2008. Il y a eu des problèmes. Et jusqu'à présent, le monde développé n'est toujours pas sorti complètement de cette crise. Bon. Donc il faut revoir les choses quand on pense à l'exportation. Il faut toujours exporter, il faut toujours importer, parce que les échanges commerciaux, c'est important pour tout le monde, mais il ne faut pas être trop dépendant du marché extérieur, parce que ça ne peut pas marcher. Et puis, la situation intérieure de la Chine, justement, permet au pays de s'orienter un peu plus vers le marché intérieur. Est-ce que ça ne veut pas dire finalement que la Chine veut limiter l'importation et arriver à un statut d'autonomie aussi, de ne pas dépendre des marchés extérieurs? C'est pas la même chose, c'est-à-dire limiter l'importation, ce n'est pas du tout une politique voulue par le gouvernement. Au contraire, ça fait 2 années consécutives que la Chine a organisé une exposition internationale d'importation à Shanghai. Et à chaque fois, ça fait le bonheur des exportateurs étrangers qui viennent vendre leurs produits sur le marché chinois, et justement le marché intérieur. Vous voyez. Donc ce n'est pas du tout une politique d'isolement ou d'enfermement de la Chine. Au contraire, la Chine veut ouvrir davantage, aussi bien pour les investissements étrangers qui veulent mettre le capital en Chine, que pour importer les produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois. Donc le fait de mettre plus attention sur le marché intérieur n'est pas du tout contradictoire avec la politique d'ouverture, c'est-à-dire la coopération avec le reste du monde. Finalement, il n'y a pas de conflit. Ça ressemble un peu au schéma de Sciences et de la vie de la Terre. Les deux circulations doivent se compléter. Mais avoir une autonomie vis-à-vis de l'importation, c'est aussi être moins vulnérable. Par exemple, face aux tensions économiques qu'on a connues par exemple, entre les États-Unis et la Chine, il y a par exemple des produits que les États-Unis n'exportent plus vers la Chine. Donc elle a besoin de produire ses propres produits. Donc finalement, est-ce que c'est aussi ça la volonté de la Chine, d'être plus autonome et de moins dépendre aussi de l'importation de produits technologiques par exemple? Oui, cela concerne surtout l'aspect de l'innovation, du développement scientifique et technologique. Ce n'est pas vraiment dans le souci de développer le marché intérieur. Évidemment, il y a un lien étroit, mais c'est surtout dans l'aspect de l'innovation. Dans l'innovation. Et la Chine attache beaucoup d'importance à la recherche des technologies scientifiques. Ça, c'est une raison. Mais peut-être, même si il n'y avait pas cette pression extérieure pour forcer la Chine à accélérer les choses, tôt ou tard, la Chine devrait mettre l'accent sur la recherche scientifique et technologique. Parce qu'avec le développement économique du pays,
tôt ou tard, à un moment donné, tôt ou tard, la Chine pourrait atteindre un niveau comparable avec les autres, avec les pays développés. Mais à ce moment-là, on est obligé de développer puisqu'il n'y aura plus de modèle avant à copier. Voilà, il faut développer la technologie et la science. Voilà, ça c'est obligatoire. Bon, ce que les États-Unis ont fait ces dernières années, ont anticipé les choses, je crois. Ont accéléré voilà, le processus. Monsieur Wu, très brièvement, quelles sont les mesures précises du gouvernement chinois pour réaliser cette nouvelle stratégie de double circulation, à commencer par la circulation intérieure, par exemple? D'abord, sensibiliser l'opinion publique. Au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de la réforme et d'ouverture, l'économie chinoise était tournée vers l'extérieur. Voilà. Donc on dépendait énormément du marché international. Bon. Maintenant, la situation a changé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la Chine a évolué, le marché domestique s'est développé considérablement, il y a une classe moyenne importante. Du coup, il faut que les entreprises chinoises qui sont habituées voilà, à vendre leurs produits sur le marché international, à s'orienter vers le marché domestique. Il faut étudier les besoins des consommateurs chinois. Voilà. Du coup, les autorités locales qui sont chargées de développer leur économie provinciale ou régionale, les entrepreneurs voilà, de telle ou telle région qui avaient la vieille habitude de tourner vers l'extérieur, doivent changer de mentalité et regarder plus vers les besoins des consommateurs chinois. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, il faut créer des nouveaux secteurs économiques. Vous voyez, aujourd'hui, la vente en ligne voilà, se développe très, très rapidement. Voilà. Les livreurs il y a quelques années, on ne voyait pas des livreurs comme ça. Hein. Maintenant, vous avez des troupes, voilà, des armées de livreurs qui sillonnent tous les quartiers des villes. Je pense que certains acteurs du marché n'ont pas le choix parce que certaines entreprises qui étaient auparavant orientées vers l'extérieur à cause du déclin du marché international, maintenant sont obligées de se tourner vers l'intérieur. Dans ce cas-là, peut-être, vous disiez tout à l'heure que ces entreprises, ces entrepreneurs doivent eux-mêmes changer un peu leur mentalité. Mais dans ce processus, le gouvernement chinois peut-être pourra les accompagner aussi, les aider un peu dans cette transformation vers... Est-ce qu'il y a des mesures pour guider justement le regard, comme vous disiez, des entreprises vers l'étranger pour la recentrer vers l'intérieur? Beaucoup de mesures, dans le sens de réduction des charges sociales et des impôts. Voilà. Et aussi beaucoup de conditions avantageuses pour livrer des prêts aux créateurs d'entreprises. Voilà. Donc, toutes les mesures accompagnatrices pour la création d'entreprises, pour le développement des entreprises, sont prises par le gouvernement voilà, depuis ces dernières années, vu la situation, justement, la situation difficile sur le marché international. Comme ce n'était pas facile pour les entreprises qui sont habituées à travailler avec le reste du monde, de se retourner, eh bien, il y a eu beaucoup de mesures qui sont prises pour aider ces entreprises. Et pour d'autres qui vont peut-être continuer à travailler sur le marché international et qui ont encore pas mal de compétitivité, et donc qu'est-ce que le gouvernement chinois en fait leur proposerait On les encourage toujours. Hein. Vous savez, la politique chinoise concernant la coopération internationale ne change pas. On continue à développer l'initiative Ceinture et Route. On continue à travailler énormément avec nos partenaires étrangers dans le cadre des forums de coopération. Chine-Afrique, Chine-Monde arabe, Chine-Amérique latine, par exemple. Dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans le cadre de coopération entre la Chine et l'Océan, etc., etc. Toutes ces plateformes de coopération extérieure continuent à fonctionner et de mieux en mieux. Voilà, donc vous voyez, il n'y a aucune contradiction, aucun conflit entre les deux circulations. Au contraire, c'est complémentaire. Et ça fait bonheur à tout le monde. Si la Chine ne dépend pas vraiment de l'exportation
voilà, vers le marché international, les autres pays devraient être contents parce qu'ils vont voir voilà, plus d'opportunités pour leurs propres produits d'exportation. Et en même temps, la Chine encourage, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importation des produits étrangers sur le marché intérieur. Ça fait aussi bonheur aux entrepreneurs des pays étrangers. Donc vous voyez, la double circulation. La classe circulation. moyenne chinoise, on a besoin. On a besoin, voilà. Plein comme des cerises du Chili ou des... Beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais non seulement des produits alimentaires, mais aussi des produits informatiques, des produits mécaniques, automobiles. On importe beaucoup de choses. Et puis même dans le domaine aéronautique, vous savez, l'Airbus continue à travailler à Tianjin, il y a une usine qui continue à augmenter la capacité de production. Et il y aura bientôt aussi, je crois, une usine d'Airbus pour produire l'hélicoptère à Qingdao. Voilà. Vous voyez, la coopération entre la Chine et le reste du monde continue. Donc la double circulation ne veut pas du tout dire la fermeture de la Chine. Donc oui, ça revient en fait à dire la complémentarité encore de ces deux boucles dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on promeut une boucle, ça va aider aussi à promouvoir l'autre, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Les deux sont complètement complémentaires. Voilà. Merci, Monsieur Wu, d'avoir apporté ces éclaircissements sur ce sujet. Merci à Jessica d'avoir partagé ton observation. Et merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Si vous voulez connaître plus de choses sur la double circulation, je vous invite à continuer à suivre CGTN français. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre émission spéciale Chine mots-clés 2021.